Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours intitulé Traitement anticoagulant. Il s'agit d'une conférence destinée aux étudiants qui préparent leur concours d'accès au résidenat de médecine. D'ailleurs, je leur souhaite bon courage pour les révisions et plein succès, Inch'Allah. On va commencer par la conférence et puis vous donner quelques QCM pour illustrer cette conférence. Alors, le plan du cours, on va faire un petit rappel physiologique de l'hémostase, une définition des différents traitements anticoagulants et quelques généralités. On va vous donner la classification des anticoagulants, des différentes molécules qui sont disponibles. Puis on va énumérer justement ces anticoagulants en fonction de leur mode d'action, en inhibiteur indirect de la thrombine, inhibiteur direct de la thrombine et enfin finaliser avec les anticoagulants oraux type antivitamine K qui sont les plus utilisés dans notre pays, ainsi que les nouvelles molécules qui sont maintenant disponibles sur le marché, les nouveaux anticoagulants oraux. Et après, on va finir par des QCM pour un petit peu illustrer cette conférence. Donc un petit rappel physiologique, vous connaissez, vous avez déjà fait en physiologie et dans le module de cardiologie en 4e année. Vous savez très bien que l'hémostase est un ensemble de mécanismes qui assurent la prévention des saignements spontanés, l'arrêt des hémorragies en cas de rupture de la continuité de la paroi et la réparation d'une brèche vasculaire. Ce processus physiologique comprend 3 temps hyper importants. On a l'hémostase primaire avec le temps vasculaire, le temps plaquettaire, où là il y a la formation du clou plaquettaire ou du thrombus blanc. La coagulation plasmatique, c'est là où nos médicaments vont agir au niveau de ce temps-là. C'est la coagulation proprement dite qui fait intervenir les différents facteurs de la coagulation pour aboutir à la transformation du fibrinogène en fibrine. Et enfin, le 3e temps, c'est la fibrinolyse qui permet la dissolution d'un thrombus avec la transformation du plasminogène en plasmine. Et c'est là où interviennent les différentes molécules, les thrombolytiques, que vous avez déjà vu dans le cours du syndrome coronarien aigu et qu'on va voir par la suite dans le cours de l'embolie pulmonaire. C'est des molécules thrombolytiques qui agissent au niveau de ce temps-là. Alors, les traitements anticoagulants, ce sont des substances qui peuvent interférer avec les processus physiologiques de la coagulation selon un ou plusieurs mécanismes plus ou moins associés. Retard de la formation de la thrombine, réduction des quantités de thrombine formées ou inhibition carrément de la thrombine. Ces molécules sont indispensables dans de nombreuses situations cliniques. Ils sont utilisés pour le traitement ou la prévention des événements thromboemboliques. Par exemple, dans la fibrillation auriculaire, pour éviter de former des caillots de sang, on donne des traitements anticoagulants. Dans les prothèses mécaniques valvulaires, mitrales ou aortiques, pour éviter que ces valves se bouchent et qu'il y ait une formation de caillots qui peuvent partir dans le cerveau ou qui peuvent entraîner une ischémie aiguë des membres inférieurs, etc., ou un accident ischémique, eh bien, on donne un traitement anticoagulant justement pour prévenir cette complication. On a 8 catégories de médicaments anticoagulants avec plusieurs molécules différentes qui sont disponibles sur le marché. Alors les héparines que vous connaissez très bien, que vous avez déjà maniées dans vos stages d'internat, le fondaparinus, la bivalirudine, les antivitamines K, qui sont largement utilisées dans notre pays, et enfin les dernières molécules qui sont maintenant actuellement disponibles sur le marché, les AOD, et qui sont très faciles à manier et qui ont certaines indications. Donc vous connaissez très bien le plan de l'hémostase. Lorsqu'il y a une lésion vasculaire, on a le temps de l'hémostase primaire c'est là où les plaquettes agissent. Et on a la cascade de coagulation dont je vous ai parlé, intrinsèque et extrinsèque, qui font intervenir les différents facteurs de la coagulation pour à la fin aboutir à la transformation du fibrinogène en fibrine. Donc la classification des anticoagulants, on a en fonction de le mode d'action, on aura différentes classes d'anticoagulants. On a d'abord les inhibiteurs indirects de la thrombine, ce sont les héparines et le fondaparinus qui sont utilisés essentiellement par voie intraveineuse ou sous-cutanée, donc par voie parentérale. On va expliquer par la suite pourquoi. On a les inhibiteurs directs de la thrombine, qui sont soit utilisés par voie intraveineuse, surtout la bivalirudine, ou par voie orale, tel que le dabigatran, qui constitue un nouveau anticoagulant oral. On a les inhibiteurs directs du facteur 10, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban qui sont utilisés par voie orale, et les agents antivitamine K tels que la warfarine et les coumarines qui sont également utilisés par voie péroce. Ces différentes molécules, je vous ai dit tout à l'heure, agissent à différents niveaux de la coagulation, d'accord, au niveau des différents facteurs de la coagulation. Par exemple, le fondaparinus agit à ce niveau-là, on va le voir par la suite. Les héparines
ont une action indirecte au niveau de l'antithrombine. On a les nouvelles molécules anticoagulantes, les AOD, qui agissent sur le facteur 2 et le facteur 10A. Donc chaque facteur de la coagulation, chaque médicament anticoagulant va agir à différents niveaux de la coagulation. On commence d'abord par les inhibiteurs indirects de la thrombine. Parmi ces inhibiteurs indirects de la thrombine, on va parler des héparines non fractionnées, les HNF, qui sont largement utilisées, les HBPM, qui ont largement supplanté les HNF par leur facilité, leur mode d'emploi, leur mécanisme assez rapide. Il y a moins de risques hémorragiques avec les HBPM, on va le voir par la suite, et les polysaccharides comme le Fandaparinus. Ces agents, justement, sont mal absorbés par voie orale. C'est pour cela qu'on doit les administrer par voie parentérale. On commence par les héparines standards ou les héparines non fractionnées. Alors cette molécule assez ancienne a été isolée du foie du chien en 1916. C'est un mélange hétérogène de mucopolysaccharides sulfatés dont le poids moléculaire moyen est d'environ 15 000 Dalton. Comment elle agit, la HNF? Son action anticoagulante s'exerce par le biais d'une potentialisation 1000 fois de l'activité d'un inhibiteur naturel de la coagulation qui est l'antithrombine 3. En présence de thrombine, l'héparine forme avec l'antithrombine 3 un complexe qui va être responsable des effets anticoagulants de cette substance. Ce complexe a une action dirigée qu'entre le facteur 10A activé et le facteur 2. De plus, on a constaté que l'héparine avait une action anti-inflammatoire qui n'était pas négligeable. Donc là, je vous montre un petit peu un schéma simplifié de l'action de la HNF qui va se lier à l'antithrombine 3 et elle va augmenter son effet inhibiteur sur les facteurs de la coagulation, facteur 2A et le facteur 10A. Et en inhibant cette action, on aura forcément un effet anticoagulant. L'héparine, donc, n'a pas d'action directe sur les facteurs de la coagulation, c'est pour cela qu'on parle d'inhibiteurs indirects de la thrombine. L'héparine doit être administrée, on l'a dit, par voie injectable, intraveineuse ou sous-cutanée, car elle est détruite dans le tube digestif. Si le malade le prend péros, ça sera détruit, donc il n'y aura aucune action. En administration intraveineuse, une partie des molécules constituant l'héparine est neutralisée par de nombreux facteurs tels que les protéines sanguines, le fibrinogène, et éliminée par le rein toujours. L'héparine ne traverse pas la barrière placentaire, ça c'est un bonus, donc on peut l'utiliser chez les femmes enceintes. En injection intraveineuse, le pic héparinique est immédiat, mais bref, avec une disparition en 3 à 4 heures. Alors qu'en sous-cutané, la fixation cellulaire est plus importante et l'héparinémie est efficace en 2 heures, disparaît en 8 à 14 heures. On a 3 présentations de l'héparine. L'héparinate de sodium en intraveineux, héparinate de calcium ou la calciparine et l'héparinate de magnésium. Quelles sont les indications des héparines non fractionnées? Ce sont les indications de tous les anticoagulants pour prévenir la maladie thromboembolique veineuse, traiter la maladie thromboembolique veineuse, l'embolie pulmonaire ou encore la thrombose veineuse profonde des jambes, le syndrome coronarien aigu et les angioplasties coronaires, dans le traitement de la thrombose artérielle non coronaire, par exemple les thromboses périphériques, et pour maintenir fluide les circulations extracorporelles en chirurgie cardiaque, pour éviter que ça se bouche, on donne des HNF qui ont une action anticoagulante. Quels sont les effets indésirables des HNF? C'est surtout les hémorragies, comme tous les traitements anticoagulants. C'est le plus fréquent et le risque est surtout lié à la dose administrée et si le patient a des lésions organiques susceptibles de saigner, par exemple une insuffisance rénale, ou s'il prend des médicaments qui peuvent interagir et majorer cet effet secondaire qui peut être néfaste, l'hémorragie. Deuxième effet secondaire, c'est la thrombopénie à l'héparine. Elles sont de 2 types. Le type 1 qui est fréquent et bénin, heureusement, où le taux de plaquettes reste supérieur à 100 000 par millimètre cube. Ce type est justement précoce, il survient avant le 5e jour et ne nécessite pas l'arrêt du traitement. C'est pour cela que vous allez voir dans la surveillance biologique, on doit absolument demander une numération formule sanguine avant de débuter un traitement par héparine pour dépister justement s'il y a une thrombopénie et avoir en tête avant le traitement le taux de plaquettes. Comme ça, si on met un traitement anticoagulant par héparine, au moins on va surveiller le taux de plaquettes. S'il y a un effondrement du taux de plaquettes, on peut se dire, ah bah tiens, le patient est en train de faire une thrombopénie à l'héparine. Le type 2
mais le plus grave, est d'origine immunologique. Ça s'appelle la thrombopénie induite par l'héparine. Elle est grave car elle est associée à la survenue de thromboses artérielles ou veineuses. On risque d'aggraver le cas du patient. Cette thrombopénie induite par l'héparine doit être suspectée devant un nombre de plaquettes inférieur à 150 000 par millimètre cube. Et ou lorsqu'on a une chute relative du taux de plaquettes de plus de 30% par rapport à la numération formule sanguine et de taux de plaquettes avant le début du traitement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, la formule doit être demandée avant de commencer le traitement par héparine. Elle apparaît essentiellement entre le 5e et le 21e jour, suivant l'instauration du traitement héparinique, donc plus tardif que le type 1, avec un pic de fréquence aux environs du 10e jour. Et elle doit être suspectée. C'est pour cela que je vous ai dit, la formule doit être demandée avant de débuter un traitement par héparine et on doit checker le taux de plaquettes au moins 2 fois par jour pendant le traitement par héparine, justement pour dépister cette fameuse thrombopénie qui peut être néfaste, je vous ai dit, elle peut entraîner des thromboses artérielles ou veineuses. Quand on a un taux de plaquettes très bas, c'est pas bon. Les autres effets secondaires sont très rares et généralement n'impliquent pas un changement thérapeutique ou pas. On peut avoir des manifestations d'hypersensibilité en dehors de la thrombopénie induite par l'héparine à type de cutanée ou respiratoire. On peut avoir une ostéoporose en cas de traitement prolongé, etc. Mais les effets indésirables les plus connus sont les hémorragies et la thrombopénie à l'héparine. Alors, quel est le mode d'administration des HNF? On a l'héparine sodique qui s'injecte en intraveineux. La dose initiale classique est de 20 unités par kilo par heure en injection continue avec une seringue électrique après un bolus de 50 unités par kilo de poids. Et on doit adapter la dose en fonction de la biologie. L'héparine calcique ou la calciparine que vous avez déjà vu pendant vos stages, elle s'injecte en sous-cutanée profonde. La dose quotidienne est fractionnée toutes les 8 à 12 heures avec une dose initiale de 2500 unités par 10 kg de poids par 12 heures à dose curative. Et en prophylaxie, généralement, on utilise la calciparine en sous-cutanée à 5000 unités toutes les 8 à 12 heures. Comment on doit surveiller un traitement par HNF? Par le temps de céphaline activé, le TCA, le plus souvent, si c'est disponible à l'activité anti-GLISA ou l'héparinémie. La surveillance doit être quotidienne si l'HNF est administré à dose curative pour éviter justement de tomber dans la zone de surdosage ou d'hémorragie ou au contraire être en sous-dosage. Et donc à ce moment-là, on doit augmenter la dose du traitement. En cas de perfusion intraveineuse à la seringue électrique, le premier prélèvement pour checker si notre traitement est efficace ou pas doit avoir lieu 6 heures après le début du traitement et toutes les 4 à 6 heures après chaque modification de dose. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va augmenter ou diminuer la dose, on doit vérifier le TCA 4 à 6 heures après pour voir si on est dans la zone thérapeutique, si on est efficace ou pas et si on n'est pas dans la zone de surdosage. En injection sous-cutanée, la surveillance est effectuée à mi-chemin entre 2 injections. On peut utiliser en fonction des cas le TCA, qui doit se situer entre 1,5 et 3 fois le témoin pour dire qu'on est dans la zone thérapeutique, ou l'activité anti-DISA, qui est plus spécifique, et elle doit se situer entre 0,2 et 0,6 unités par millilitre. Quand on donne un traitement prophylactique par HNF, la surveillance biologique n'est pas nécessaire, et je vous ai dit, il est recommandé de pratiquer une numération plaquettaire avec une formule complète avant le début de traitement par héparine, puis 2 fois par semaine pendant 21 jours, justement pour dépister cette fameuse thrombopénie induite par l'héparine qui peut être grave. Quel est l'antidote de l'HNF? C'est le sulfate de protamine. Cette molécule se combine avec l'héparine pour former un complexe inactif et stable. Il va neutraliser ainsi l'activité anticoagulante de l'héparine. Lorsqu'on a une hémorragie sévère, comment on neutralise justement le traitement anticoagulant par héparine? 1000 unités d'antihéparine ou de cette substance va neutraliser environ 1000 unités d'héparine. La dose de sulfate de protamine à injecter doit être adaptée à l'héparinémie si elle est disponible. Sinon à la dose injectée et à la demi-vie de l'héparine. Parce que des fois, on n'a pas l'héparinémie, donc on doit injecter pour neutraliser l'effet anticoagulant de l'héparine. On passe maintenant aux héparines de bas poids moléculaire. Elles sont obtenues à partir de l'héparine par divers procédés chimiques ou enzymatiques. On dispose de 4 molécules, nadroparine, daltéparine, enoxaparine et tanzaparine, qui sont commercialisées sous la forme de 5 produits différents que vous avez déjà vus forcément dans vos stages.
la fraxiparine, Fraxodi, la fragmine, le Lovenox et l'Inoweb. Quel est le mécanisme d'action des HBPM? Ils ont une activité anti-DISA. Vous vous rappelez tout à l'heure de la cascade de la coagulation, les HBPM ont une activité anti-DISA prédominante sur l'activité anti-2A, avec un rapport variable de 2 à 4. Quelles sont les propriétés pharmacologiques? Les HBPM sont absorbés plus uniformément que les HNF, de façon rapide. Leur délai d'action est rapide, c'est pour ça qu'on privilégie les HBPM à l'HNF. Leur activité plasmatique maximale est observée entre la 3e et la 4e heure. Ils ont une demi-vie biologique prolongée par rapport aux préparations d'héparine de l'ordre de 3 à 4 heures et qui ne varie pas selon la dose administrée, ce qui facilite l'emploi des HBP1 par rapport aux HNF. Elles se lient beaucoup moins que l'héparine standard aux protéines plasmatiques, donc il y a moins de variabilité interindividuelle des paramètres de pharmacocinétique. Leur élimination est essentiellement rénale, donc ils sont contre-indiqués quand le patient a une insuffisance rénale sévère. Et quand il a une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute, on n'a pas le droit d'utiliser les HBPM car il y aura forcément un surdosage et donc un risque d'hémorragie qui peut être grave pour le patient. L'avantage des HBPM, c'est qu'ils peuvent être utilisés en cas de grossesse et d'allaitement, en préventif et en curatif au cours de la grossesse, quel que soit le terme de la grossesse. Ça fait un grand avantage aux HBPM. Quelles sont les indications des HBPM? Du fait, on l'a vu, de leur confort d'utilisation, ils sont très faciles à utiliser, de leur plus grande efficacité avec un moindre risque hémorragique, donc les HBPM tendent à remplacer les HNF. Donc elles sont les mêmes indications, traitement prophylactique de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie, avant que le patient ne soit opéré. On est obligé de mettre un traitement anticoagulant en préventif pour éviter qu'en post-opératoire, patient alité, chirurgie où il y a beaucoup de coagulation, on leur donne un traitement anticoagulant en préventif pour éviter justement que l'état du patient s'aggrave avec la formation de thrombus dans les jambes, de phlébite, de maladie veineuse thromboembolique et ce thrombus qui risque de migrer dans la circulation pulmonaire et entraîner une embolie pulmonaire qui peut être fatale. Les HBPM sont également utilisés chez les patients alités pour le même principe, pour une infection médicale aiguë, malade en réanimation, en cardiologie avec un temps d'hospitalisation très long. On est obligé de lui donner un traitement anticoagulant en préventif pour éviter la formation de caillots et donc avec un risque fatal d'embolie pulmonaire. On utilise les HBPM pour anticoaguler les circuits en hémodialyse pour éviter que ça se bouche. Pour le traitement curatif des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires non graves, on va voir dans le cours de la maladie thromboembolique veineuse. Vous l'avez déjà vu dans le cours de l'angor instable et de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë, on utilise les HBPM. Et on relaie des anticoagulants oraux en cas de fibrillation auriculaire ou de prothèse valvulaire mécanique. On privilégie les HBPM en relais car ils sont très faciles à manier avec un moindre risque hémorragique pour éviter d'autres complications chez nos patients. Alors, le mode d'administration des HBPM par voie intraveineuse en cas d'hémodialyse ou à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde ou par voie sous-cutanée. Le traitement préventif utilise des doses fixes en une seule injection sous-cutanée par jour. Le traitement curatif, bien sûr, utilise des doses adaptées au poids du patient qui doivent être administrées en une ou deux injections quotidiennes selon le type d'HBPM utilisé. Par exemple, pour l'enoxaparine, le Lovenox, on doit utiliser en curatif 2 injections par jour. Pour le Linoweb, c'est une seule injection par jour en curatif adaptée au poids du patient et à la fonction rénale, bien sûr. Quels sont les effets indésirables des HBPM? Ce sont les mêmes que pour les HNF, c'est les hémorragies, mais qui sont moindres que celles observées avec les HNF. Le risque hémorragique est aggravé en cas d'insuffisance rénale, évidemment, même si elle est modérée, en raison d'une possible accumulation de médicaments. C'est comme pour tous les médicaments qu'on utilise en médecine. Le risque de thrombopénie induite par l'héparine est moindre pour les HBPM par rapport aux HNF. Comment on doit surveiller un traitement par HBPM? C'est par l'activité anti-DISA ou par l'héparinémie, surtout en cas d'insuffisance rénale légère à modérée, ou en cas de poids extrême, sujet très maigre ou très obèse au contraire, ou en cas d'hémorragie inexpliquée, on doit demander l'activité anti-DISA pour voir si on n'est pas dans la zone de surdosage, et à ce moment-là, on est obligé de réduire les doses. Qu'est-ce qu'on va faire en cas d'hémorragie? On doit neutraliser les HBPM. On peut le neutraliser par le sulfate de protamine, mais ce n'est pas partiel comme pour les HNF, 50 à 60%.
Les doses de sulfate de protamine recommandées sont les mêmes que utilisées pour les HNF et qu'on a déjà abordé dans le chapitre HNF. Troisième molécule dans le registre des inhibiteurs indirects de la thrombine, le fondaparinus. C'est une molécule commercialisée depuis 2002. C'est un petit polysaccharide synthétique, n'existe pas en Algérie, qui correspond à la plus petite séquence de l'héparine et qui a une activité anticoagulante sélective anti-LISA. Le fondaparinus n'inactive pas la thrombine, donc le facteur 2 activé, et n'a pas d'effet sur les plaquettes. Quelles sont les propriétés pharmacologiques? Il a une demi-vie d'environ 17 heures, et en raison de son élimination rénale, il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Aux doses utilisées pour ce traitement, le fondaparinus ne modifie pas de façon cliniquement pertinente les tests de coagulation de routine. Indiqué dans la prévention des événements thromboemboliques veineux à dose de 2,5 mg une fois par jour par voie sous-cutanée, de même que dans le traitement de l'angon instable ou le syndrome coronarien aigu. Dans le traitement des TVP aigus et des embolies pulmonaires aigus de l'adulte, on doit utiliser des doses plus fortes, 5,5 7,5 mg par jour, qu'on doit réajuster selon le poids. Et en cas de thrombose veineuse superficielle, on donne 2,5 mg par voie sous-cutanée une fois par jour pendant 30 à 45 jours. Alors les effets indésirables, c'est comme pour tous les traitements anticoagulants. Le risque hémorragique est similaire à celui des héparines et aucun cas de thrombopénie de type immunoallergique n'a été rapporté avec le fondaparinus. Alors l'avantage de ce médicament-là, c'est qu'il ne nécessite aucune surveillance biologique spécifique, il n'y a aucun antidote spécifique. Maintenant, on va passer aux inhibiteurs directs de la thrombine. Alors, les inhibiteurs parentéraux de la thrombine constituent des alternatives en fait à l'héparine non fractionnée. On a la bivalirudine, qui n'existe pas en Algérie, et qui peut être utilisée, mais on a surtout l'orgaran, la danaparoïde, qui peut être utilisée comme alternative à l'HNF en cas de thrombopénie induite par l'héparine. Donc ça peut être une solution si le patient fait une thrombopénie induite par l'héparine. À ce moment-là, on peut lui donner l'orgaran pour continuer le traitement anticoagulant. Dernière classe qui est la plus importante, qui vraiment occupe une part importante du marché et le plus souvent utilisée chez les patients, c'est les anticoagulants oraux qui sont utilisés en ambulatoire. On a deux classes. On a les antivitamines K, que vous connaissez très bien. Et la dernière classe qui a été mise sur le marché actuellement, c'est les nouveaux anticoagulants oraux. Et vous allez voir qu'ils sont très faciles à manier par rapport aux AVK. On commence par les antivitamines K. Alors, ce sont des substances assez anciennes, découvertes en 1920. Ce sont des traitements antithrombotiques élaborés à visée préventive et au long cours dans le traitement des thromboses artérielles et veineuses. Alors, il existe plusieurs molécules commercialisées avec deux grandes classes thérapeutiques d'AVK. Les coumariniques, on a la warfarine, souvent utilisée aux États-Unis, et le Syntran, on utilise le Syntran en Algérie, souvent, c'est la seule molécule disponible. La deuxième classe, c'est les dérivés de l'indandione. C'est le Préviscan qui est souvent utilisé en Europe, plus facile à manier que le Syntran, par exemple. Et vous allez voir, c'est en fonction du délai d'action de ces médicaments-là. Ça, ce sont les principales molécules commercialisées en dénomination commune internationale. Et là, c'est par spécialité, par non commercial. Je vous ai dit que le Syntran est la seule molécule disponible en Algérie. Et vous allez voir qu'ils ont des délais d'action complètement différents. C'est pour cela que quand on commence un traitement par AVK, on est obligé de maintenir un traitement par HBPM qui a une action anticoagulante pour agir, par exemple, en cas de fibrillation auriculaire, en cas de thrombose veineuse, etc. Le temps que l'AVK puisse agir, il faut que le patient soit, bien sûr, anticoagulé ou en cas de relais. Donc, les AVK sont des inhibiteurs de la synthèse des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants. Ils inhibent l'activité de deux enzymes nécessaires au processus de réduction de la vitamine K oxydée d'origine alimentaire. La vitamine K
époxyréductase et la vitamine K réductase, empêchant ainsi la formation de vitamine K réduite, cofacteur de la carboxylase nécessaire à la synthèse de 4 facteurs de la coagulation, on va le voir dans le schéma, les facteurs 2, 7, 9 et 10 et les protéines C et S. Équilibrer un traitement par AVK demande plusieurs jours en pratique, je vous ai dit, à cause du délai d'action, et jamais moins d'une semaine. Pour ça que on dit aux patients quand on leur donne les AVK, il faut être vraiment patient et faire des dosages biologiques, que l'on va voir tout à l'heure, le fameux INR et le TP, pour pouvoir jusqu'à obtenir la zone thérapeutique chez nos patients. Et parfois, ce n'est pas évident. Voilà le schéma qui explique l'action des AVK. Je vous ai dit, il bloque cette enzyme-là qui donne naissance au facteur vitamine K dépendant. Donc en donnant les AVK, on n'aura plus de facteur vitamine K et on aura une action anticoagulante. Pour les propriétés pharmacologiques, plus de 90% des AVK circulent dans le plasma liés à l'albumine. Cette forme liée est pharmacologiquement inactive, là on l'a vu tout à l'heure, mais devient active lorsqu'elle se dissocie. Ceci explique en partie l'effet prolongé des AVK après l'arrêt du traitement, ainsi que des phénomènes de surdosage, et donc risque d'hémorragie, qui peuvent apparaître lors de la prescription d'autres médicaments se liant à l'albumine. On a vu également que leur demi-vie d'élimination était différente, de 35 à 45 heures pour la warfarine, 31 heures pour la flindione et 8 heures pour l'acénocumarol, comme le syndrome. Elle est plus longue la demi-vie de l'AVK est plus longue et la réversibilité de son effet à l'arrêt du traitement. Et ça, c'est embêtant pour les patients quand on met un traitement par AVK. Si on veut arrêter le traitement, que le malade fait une hémorragie, on doit agir rapidement, sinon l'hémorragie va persister. Et cette réversibilité varie de 2 à 5 jours. Donc vraiment, on dit que le traitement par AVK, c'est comme une bombe à retardement. C'est-à-dire, il y a le risque thromboembolique d'un côté, mais il y a le risque hémorragique. Le malade, s'il ne fait pas ses dosages biologiques d'INR, s'il prend une alimentation qui n'est pas saine, il prend beaucoup de vitamine K par exemple, et s'il prend des médicaments qui interagissent avec les AVK, eh bien forcément il sera probablement dans la zone hémorragique et du coup il y a un risque de potentialisation de l'hémorragie et risque de décès carrément avec état de choc hémorragique. Alors avec alimentation, certains aliments, je vous ai dit, sont riches en vitamine K, comme la laitue, on leur dit de ne pas manger trop de salade, les épinards, tout ce qui est vert, le chou, les choux-fleurs, les brocolis, le beurre, l'huile d'olive, les œufs. La consommation de ces aliments est toutefois autorisée, mais avec modération. Il ne faut pas qu'il en abuse. C'est-à-dire, on lui dit, s'il mange de la laitue, trop de laitue, il ne faut pas qu'il mange des épinards, etc. Sinon, on aura une potentialisation de l'effet de l'AVK. Il est important de conserver un régime alimentaire équilibré et stable tout le temps, et ce qui n'est pas toujours évident. Alors, je vous ai dit que les AVK avaient beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, on doit expliquer aux patients que certaines substances ne doivent pas être prises parce qu'il y a un risque d'hémorragie, etc. Ou au contraire, si on les prend, comme si ça neutralise ou ça inhibe l'effet de l'antivitamine K et du coup, comme si le patient ne prenait pas d'AVK. Donc, cette interaction médicamenteuse se manifeste soit par un effet potentialisant, liaison à l'albumine et effet anti-agrégant plaquettaire, soit par un effet au contraire inhibiteur avec induction enzymatique. Alors, quels sont les médicaments qui potentialisent l'effet des AVK? On a l'aspirine, généralement le malade qui est sous anticoagulant, on ne donne pas l'aspirine en même temps parce qu'il y a un risque hémorragique qui est majoré. On leur dit de ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont proscrits d'ailleurs. Souvent, des malades arrivent aux urgences parce qu'ils ont pris des AVK, ils sont sous traitement par AVK, mais ils ont pris, par exemple, un anti-inflammatoire non stéroïdien parce qu'ils avaient une petite douleur d'arthrite. Eh bien, ils arrivent avec des INR très élevés dans des zones hémorragiques, et ils peuvent mourir de cette hémorragie justement. Et si on n'explique pas bien au patient, eh bien, il risque d'y passer à cause d'un médicament qu'on aurait pu lui expliquer. Les statines également, certains antibiotiques, le Mopral, tous ces médicaments-là potentialisent l'effet des AVK et donc on peut tomber dans le risque hémorragique. Au contraire, il y a des médicaments qui peuvent inhiber l'action des AVK, tels que la rifampicine, le Tegretol, et donc on a du mal à anticoaguler chez ces patients, le Gardénal par exemple. Tous ces médicaments-là peuvent au contraire inhiber l'action de l'AVK et du coup, comme si le patient ne prenait pas un traitement anticoagulant, il aura toujours un INR inférieur à la zone thérapeutique
Et généralement, il est sous-dosé, donc on peut avoir des accidents. Par exemple, un patient qui a une prothèse mécanique mitrale et qui prend ces médicaments-là, en association avec l'AVK, ben, il risque de faire une thrombose de valve parce que ces médicaments-là vont empêcher l'action des AVK. Donc les indications des AVK, ce sont les cardiopathies emboligènes, fibrillation auriculaire, flotteur, tachycardie atriale, certaines valvulopathies mitrales, en particulier le rétrécissement mitral, et les prothèses valvulaires, en particulier mécaniques. Les AVK sont également utilisés dans la prévention des complications thromboemboliques des infarctus du myocarde compliqués. Quand on a un thrombus intraventriculaire gauche, eh bien, on doit donner des AVK chez ces patients pour éviter que ce thrombus parte dans le cerveau, que le malade fasse un AVC. Et également, les AVK sont indiqués en cas de traitement des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire. De toutes les manières, on va le voir dans le cours de la maladie veineuse thromboembolique. Les effets indésirables, comme pour les traitements anticoagulants, c'est les hémorragies, qui peuvent aller du simple surdosage biologique jusqu'au choc hémorragique qui peut être mortel. Le risque hémorragique augmente de façon exponentielle avec l'INR. On va voir un petit peu un algorithme de conduite à tenir en fonction de l'INR et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au traitement AVK, quelle est la conduite à tenir. Toute situation à risque de saignement peut constituer une contre-indication au traitement. Ainsi que les patients, par exemple psychiatriques, qui ne savent pas gérer un traitement anticoagulant, il vaut mieux ne pas leur donner, car ils risquent d'être souvent dans la zone hémorragique, ils ne vont pas faire leur TP, et du coup, ils peuvent faire une hémorragie sévère. Et donc, on ne peut pas les surveiller, voilà. L'éducation du malade à son traitement et à la surveillance du traitement est un point primordial, pour ne pas minimiser le risque hémorragique. Je vous ai dit, quand je donne les AVK, c'est comme si c'était une bombe à retardement, c'est-à-dire on est entre la zone de surdosage et d'hémorragie et la zone de sous-dosage où le malade n'est pas bien anticoagulé. Et donc, il faut vraiment bien donner le traitement anticoagulant et bien le surveiller avec le TP-INR. Il existe d'autres effets secondaires plus rares qui ne posent pas beaucoup de problèmes avec les AVK, tels que la nécrose cutanée, les manifestations immunologiques comme tous les médicaments, des perturbations du bilan hépatique, etc. Alors, dans la grossesse, les AVK sont tératogènes pendant le premier trimestre, donc il vaut mieux ne pas les donner. Ils exposent l'enfant à un risque de saignement au troisième trimestre. En pratique, généralement, on utilise un autre anticoagulant pendant cette période-là, les HBPM. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait les donner dans la grossesse. Et donc, l'AVK peut être maintenu pendant le deuxième trimestre, d'accord? Et à la fin de la grossesse, en relais, on donne l'HBPM pour éviter les saignements par AVK. En cas de prescription d'un AVK chez la femme en âge de procréer, maintenant, il faut au préalable s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse. Sinon, parce que si la patiente, elle ne sait pas qu'elle est enceinte et qu'elle prend les AVK en même temps, eh ben, il y a un risque de malformation fœtale et qui peuvent être vraiment un enfant, un bébé qui n'est pas viable. Et généralement, on donne à la patiente des mesures contraceptives pour éviter et l'informer justement des effets des AVK en cas de grossesse. Alors la posologie des AVK va dépendre de la molécule utilisée, on l'a vu le tableau tout à l'heure, et de la sensibilité du patient aux médicaments. Un malade par exemple, on peut lui donner un comprimé, il est bien équilibré. Eh bien, un autre patient, un comprimé, ça va lui créer un surdosage. Donc c'est vraiment très variable d'un patient à un autre. C'est pour cela qu'on doit d'abord demander un bilan d'hémostase, un TP-INR avant de commencer le traitement. Et puis, tout le long du suivi du patient, on doit redemander ces prélèvements pour arriver à la zone thérapeutique et éviter d'aller jusqu'à la zone de surdosage et la zone hémorragique. On commence par une dose minime avec une augmentation progressive et bien sûr une surveillance biologique stricte jusqu'à atteindre la cible thérapeutique. Comment on surveille un patient sous AVK? Eh bien par l'INR, International Normalized Ratio. Donc on utilise le TP qui doit être compris entre 25 et 35%. Et l'INR, c'est le temps de quick malade sur le temps de quick témoin, qui doit être compris entre 2 et 4,5. La valeur d'un INR normal, quand il n'y a pas d'anticoagulation, est de 1. Des variantes peuvent se voir selon le niveau d'anticoagulation qu'on souhaite. Par exemple, si on désire avoir une forte anticoagulation, les patients qui ont une prothèse cardiaque mitrale surtout, qui sont très thrombogènes, on souhaiterait avoir un INR plus fort, entre 3 et 4,5. Les patients qui sont à risque élevé d'embolie pulmonaire, pareil, on est obligé d'élever l'INR au moins à 3 pour éviter la récidive d'embolie pulmonaire. Sinon, la zone thérapeutique habituelle, c'est entre 2 et 3.
pour prévenir les embolies, les AVC en cas de FA, de fibrillation auriculaire non valvulaire, ou en cas de relais de l'héparinothérapie en cas de thrombose veineuse. Là, on donne un objectif INR entre 2 et 3. C'est le plus fréquent. Sinon, un objectif INR plus élevé, surtout en cas de prothèse cardiaque mitrale, qui est très thrombogène. Là, on exige un niveau d'anticoagulation très fort. Voilà, donc pour retenir, l'INR, ça dépend en fait du laboratoire. C'est pour cela qu'on demande absolument au patient, quand il fait un prélèvement dans un laboratoire, il faut absolument qu'il maintienne ce laboratoire. Hein. Ça dépend en fait, chaque laboratoire, il a ses normes à lui. Et du coup, on dit aux patients de ne pas trop faire un TP, par exemple, ce mois-ci dans un endroit et après un TP dans un autre. Non, on préfère garder le même laboratoire et le patient doit faire ses bilans d'hémostase à ce niveau-là. Alors, en cas de surdosage, avec situation à risque hémorragique, qu'est-ce qu'on doit faire? En règle générale, toute hémorragie grave, un AVC hémorragique ou une hémorragie extracérébrale qui occasionne un désordre hémodynamique est justifiable d'une hospitalisation. On doit arrêter impérativement les AVK. On doit injecter la vitamine K à différentes doses, 5-10 mg en nivellante. Et on doit faire une perfusion de PPSB, voire une transfusion de culoplaquettaire en demandant la formule, en regardant quel est le taux d'hémoglobine quand il y a une hémorragie très grave. Dans les autres cas, quand il n'y a pas une hémorragie grave, avec saignement mineur ou un INR supérieur à 5, mais un TP qui est inférieur à 20, on doit réduire les doses, sauter la prochaine prise et administrer de la vitamine K per os qui va suffire à rétablir l'équilibre biologique. Voilà, donc je vais vous montrer des situations. Par exemple, on a un patient qui fait un surdosage, hein, qu'on voit sur l'INR, mais asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas une hémorragie patente. Il n'y a pas de problème hémorragique. On doit privilégier déjà la prise en charge ambulatoire et en fonction de l'INR cible, par exemple les patients qui ont une prothèse mitrale et qui doivent avoir un INR supérieur ou égal à 3, ben, ils ont une conduite à tenir complètement différente des autres. En fonction de l'INR, on va savoir quoi faire. Surtout si l'INR est supérieur ou égal à 10 avec un TP incoagulable, c'est-à-dire qu'il le sang n'arrive pas à coaguler, là on doit arrêter le traitement, on doit administrer la vitamine K, etc. Entre 6 et 10, par exemple quand l'INR cible est entre 2 à 2,5, avec une fenêtre entre 2 et 3, si le patient a un INR à 7 par exemple, dans cette rubrique-là, on doit arrêter le traitement, donner de la vitamine K et refaire dans tous les cas un INR de surveillance pour voir si on a bien corrigé le trouble de l'hémostase. Maintenant, le cas de figure, on a une hémorragie grave. Là, on doit hospitaliser le patient, je vous ai dit tout à l'heure, pour atteindre un objectif INR de moins de 1,5, car c'est une urgence. Donc, arrêt des AVK et mesurer l'INR en urgence. Si l'INR est disponible, on doit administrer le CCP à dose adaptée à l'INR. Si l'INR n'est pas disponible, on doit quand même administrer le CCP, hein, concentré de complexe prothrombinique, à 25 unités par kilo. Dans tous les cas, on doit administrer de la vitamine K, privilégier la voie orale, et on doit contrôler l'INR à 30 minutes. Si l'INR est toujours inférieur à 1,5, on doit donner une nouvelle dose de CCP et on doit contrôler l'INR encore. L'objectif toujours est d'atteindre un INR inférieur à 1,5. C'est des situations vraiment très difficiles hein, quand le malade arrive aux urgences avec une hémorragie. Là, il faut agir assez rapidement parce que le malade peut mourir d'un état de choc hémorragique. On va passer au dernier chapitre, les anticoagulants oraux directs. C'est une nouvelle classe thérapeutique. 3 molécules appartiennent à la famille hétérogène des AOD et qui sont aujourd'hui commercialisées. On a l'apixaban, le dabigatran et le rivaroxaban. Il y a d'autres molécules qui vont arriver sur le marché dans les années à venir, l'édoxaban et le betrixaban. Ce sont de nouvelles molécules. Quel est le mécanisme d'action? On appelle ça d'ailleurs les xabans, d'ailleurs ça finit tous par la même chose, xaban. Ce sont des inhibiteurs directs et réversibles du facteur DISA, comme leur laisse entendre leur nom. Alors le dabigatran, c'est au contraire un inhibiteur spécifique et réversible du facteur 2A.
Donc ils ont des mécanismes d'action différents, mais ils agissent directement. C'est pour ça qu'on appelle inhibiteur direct et réversible. Soit la plupart, c'est du facteur 10A, sauf le dabigatran qui est un inhibiteur du facteur 2A. Les AOD ont des points communs sur le plan pharmacologique. Ils ont tous un délai d'action rapide, contrairement aux AVK. C'est pour cela qu'ils sont très faciles à manier. Mais il est non immédiat, de l'ordre de 2 à 4 heures. Ils ont une demi-vie plus courte que celle des AVK, de l'ordre de 12 heures. C'est pour cela que c'est plus facile de les arrêter que les AVK. Quand il y a une chirurgie programmée, quand il y a une hémorragie, il suffit de les arrêter et ils auront une élimination assez rapide. L'élimination d'ailleurs, elle est rénale. Ils sont contre-indiqués chez l'insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine de moins de 30 ml par minute. Les doses varient en fonction de la molécule, de l'indication et de certaines caractéristiques liées au patient. Ils ont des indications communes, validées chez l'adulte par de larges études randomisées contrôlées en double aveugle. Les patients peuvent rester sous AOD lorsqu'ils sont soumis à une cardioversion électrique lors d'une fibrillation auriculaire. L'avantage, c'est quand on va choquer le patient, on peut laisser le patient sous AOD, ça ne pose pas de problème puisqu'ils ont une demi-vie d'action rapide et voilà, ils sont très faciles à manier. Les AOD ne sont pas recommandés encore en cas de valve mécanique, c'est-à-dire qu'ils sont plus indiqués dans la maladie veineuse thromboembolique et dans la fibrillation auriculaire, mais on ne doit pas les donner pour les valves mécaniques. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur les valves mécaniques. Pour l'instant, on n'a que les AVK pour les valves mécaniques. Alors les contre-indications, hein, c'est comme pour tous les traitements anticoagulants, les hémorragies, l'insuffisance rénale, l'atteinte hépatique et la grossesse et l'allaitement. On n'a pas le droit de donner les AOD, ils sont contre-indiqués au cours de la grossesse et de l'allaitement. Pour les interactions médicamenteuses, les AOD sont fortement métabolisés au niveau hépatique et intestinal. Les médicaments ayant un métabolisme hépatique inhibent l'effet des AOD d'ailleurs, et ceux qui exposent au risque de saignement le potentialisent. Les effets indésirables, c'est les hémorragies, les effets gastro-intestinaux et les effets hépatiques, la thrombopénie, les effets cutanés et l'insuffisance rénale. Comment on doit surveiller les traitements par AOD? Les traitements par AOD ne nécessitent pas de surveillance de routine. C'est pour cela qu'ils sont très faciles à manier par rapport aux AVK. Vous avez vu les AVK, il faut d'abord demander un bilan d'hémostase avant. De toutes les manières, même pour les AOD, on doit demander toujours un bilan d'hémostase pour dépister s'il y a un problème d'hémostase au préalable. Mais avec les AVK, on doit faire un TPINR à 3 jours après le début du traitement, puis refaire un TPINR si on n'est pas dans la zone thérapeutique, s'il y a un surdosage, on doit arrêter le médicament, etc. Alors qu'avec les AOD, on ne doit pas, on n'est pas obligé de surveiller, donc ils sont plus faciles à manier. Un test quantitatif calibré anti-DISA spécifique à la molécule est disponible dans certains laboratoires, mais pour vous dire, on n'a pas besoin de checker sur le plan biologique un traitement par AOD. C'est pour cela qu'ils sont très faciles à manier. En cas d'hémorragie, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'antidote à part le dabigatran, mais il n'est pas commercialisé, il a usage hospitalier. En cas de complications hémorragiques, le traitement doit être interrompu. Comme pour tous les traitements anticoagulants, on doit arrêter les traitements s'il y a une hémorragie grave. Et on doit rechercher bien sûr l'origine du saignement. L'administration de charbon activé peut être utile dans la prise en charge d'un surdosage ou d'une administration accidentelle d'apixaban, c'est tout. Un traitement procoagulant est administré, bien sûr, en cas d'hémorragie sévère, mais les données cliniques sont limitées. Voilà, donc le même tableau que je vous ai montré tout à l'heure, le même schéma avec les différentes... là, vous vous êtes un petit peu familiarisé avec le traitement anticoagulant. Donc, vous avez bien vu que les différentes molécules ont des actions complètement différentes dans la cascade de la coagulation. Par exemple, les AVK agissent au niveau des facteurs 9, 10, 6, 7 et 2. Les nouveaux anticoagulants oraux, le rivaroxaban, apixaban et doxaban, qui sont des inhibiteurs directs, le dabigatran, ils agissent au niveau du facteur 10A et pour le dabigatran au niveau du facteur 2A. Vous avez vu les héparines qui ont une action indirecte puisque se lient à l'antithrombine et le fondaparinus également qui va agir à ce niveau-là. On va passer maintenant au QCM. Alors, premier QCM, l'effet anticoagulant de l'héparine, est-ce qu'il est immédiat? Est lié à son affinité pour l'antithrombine 3? S'exerce exclusivement in vivo? Peut être évalué par la mesure du temps de saignement?
peut être évalué par la mesure du temps de céphaline activé. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Donc effectivement, les réponses sont A, B et E. L'effet anticoagulant de l'héparine est immédiat, on l'a dit tout à l'heure. Il est lié à son affinité pour l'antithrombine 3 et il est évalué par la mesure du TCA. Deuxième QCM, la surveillance d'un traitement par héparinate de sodium à dose efficace d'une thrombose veineuse des membres inférieurs au-delà du 7e jour de traitement nécessite de demander A. Le TP, taux de prothrombine, B. Le temps de céphaline Kaula, C. La numération des plaquettes, D. Le temps de saignement, E. Thromboélastogramme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse quelques secondes. Effectivement, quand on surveille un traitement par héparinate de sodium, au-delà du 7e jour, il faut toujours, je vous ai dit, demander un TP, un bilan d'hémostase complet, temps de céphaline Kaolin et la numération des plaquettes pour dépister justement s'il y a une thrombopénie induite par l'héparine. L'INR est calculé à partir du temps de Quick, facilite la compréhension du traitement par le patient, améliore la reproductibilité interlaboratoire, permet de mieux définir les zones thérapeutiques pour chaque indication du traitement AVK. Donc, je pense que les images ont apparu, mais c'est clair comme réponse. Voilà, c'est les 4 réponses qui sont justes. Donc, calculer à partir du temps de Quick. Si on fait un INR, on peut savoir si le patient est dans la zone thérapeutique, s'il est dans la zone de surdosage, etc. Donc, c'est impératif de demander un INR lorsqu'on demande, quand le patient est sous AVK. Il améliore la reproductibilité interlaboratoire. Quand même, on arrive à avoir des INR un peu entre les labos, mais toujours est-il, on explique aux patients de garder le même laboratoire pour éviter justement cette variabilité. Et on peut définir les zones thérapeutiques pour chaque indication au traitement aux AVK. Je vous ai dit entre 2 et 3 pour tous les malades et entre 3 et 4,5 lorsqu'on souhaite une anticoagulation forte dans les prothèses mécaniques mitrales. Et quand on a une récidive embolie pulmonaire, une embolie pulmonaire très grave, là on souhaite une anticoagulation plus forte, entre 3 et 4,5 d'INR pour éviter justement la récidive qui peut être mortelle. Alors, dans quelles circonstances il y a une potentialisation du traitement par AVK, alors qu'il était équilibré avant? L'hépatite virale, la diarrhée aiguë infectieuse, une diète prolongée, une activité physique importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, dans les 3 premières situations, une situation infectieuse, les diarrhées, etc., et généralement on donne des médicaments qui vont encore compliquer les choses et potentialiser l'effet des AVK. Et en cas d'alimentation complètement perturbée, c'est pour ça qu'au mois de Ramadan, généralement, il faut faire attention au traitement par AVK. On doit demander des INR assez régulièrement pour voir si le patient est dans la zone thérapeutique et vérifier qu'il n'est pas dans la zone hémorragique et pour éviter d'autres complications. Comment surveiller maintenant un traitement par héparine non fractionnée, par HBPM et par AVK? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, pour surveiller un traitement par HNF, on demande une numération formule sanguine avec un taux de plaquettes pour dépister la thrombopénie induite par l'héparine. On doit le demander avant et 2 fois par semaine lors d'un traitement par HNF et bien sûr le TCA. Les HBPM, on doit surveiller comment? En donnant l'activité anti-DISA et surtout aussi la numération des plaquettes pour dépister la thrombopénie induite. Et pour un traitement par AVK, on demande généralement l'INR. Voilà, je vous remercie pour votre attention.